Bien, bonjour à tous. Nous espérons que vous nous entendez bien. Très rapidement sur le déroulé de cette conférence de presse, vous allez avoir, on va avoir 4 interventions successives de la part d'Alain Battisti, Marc Rochet, Pascal Dehizaguirre et Anne Rigaille. On pense que j'interviendrai ensuite pour dire quelques mots sur la FNAM et ses évolutions. Et ensuite, on passera à des questions-réponses. Donc, l'ensemble de l'exercice est prévu pour 1 heure environ. On vous remercie pour les personnes qui sont à distance de bien vouloir couper votre micro pour qu'il n'y ait pas de problème de bruit et de larcène. Et puis, de lever la main au moment de la séance de questions-réponses afin que voilà, on puisse vous passer la parole. Voilà. Donc, nous allons commencer maintenant. Donc, Alain, à toi. Bonjour, merci Laurent de cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents physiquement et aujourd'hui à nos côtés, et en présentiel, mais aussi en distanciel. C'est peut-être un signe des temps et il faudra s'y habituer, je pense, dans le futur. Ça signifie qu'il y a des changements de comportement qui affectent votre métier, le nôtre dans la communication, mais aussi le nôtre en tant que transporteur. Moi, je retiens quand même que votre présence illustre l'intérêt que vous portez au secteur. Peut-être aussi est-ce parce que le secteur suscite encore beaucoup d'interrogations quant à son redémarrage, et c'est vrai que c'est aujourd'hui un des rares secteurs avec plus généralement le transport de passagers terrestres, soit par voie ferroviaire ou par voie, enfin transport en commun par voie routière, qui n'a pas réellement démarré, alors que, vous savez, certains secteurs sont plutôt en situation de surchauffe, avec derrière une inflation. Nous, c'est pas du tout notre cas. C'est un redémarrage relativement poussif. Et c'est pourquoi on a souhaité faire un point entre 2 saisons, puisque la saison été s'achève avec maintenant, vous savez, on est cadencé dans les saisons IATA, avec une saison hiver. Et on a jugé que c'était le moment, après un été en demi-teinte, de faire un point d'étape, de vous donner un certain nombre d'informations, bien sûr, de partager avec vous. Alors, la formule qu'on a retenue, c'est de s'exprimer collectivement, puisque le parterre qui est réuni aujourd'hui est évidemment de grande qualité, extrêmement représentatif de ce qu'est l'aérien français aujourd'hui. Et donc, on va s'articuler sur nos interventions respectives, et puis le jeu de questions-réponses, et puis bien sûr, le livre de les infos en fonction de notre emploi du temps. Alors, moi, je vais essayer de dresser une situation un petit peu du état des lieux. Notre chevalier indestructible du transport aérien, Marc Rochet, interviendra plus sur la partie, la situation des contraintes opérationnelles, la situation des opérations TomTom. Notre bouche passe, il n'est pas Béarnais, mais c'est pas loin là. Oui, mais c'est pas loin quand même. C'est pas loin. Nous alertera un petit peu sur les difficultés économiques, sera les mesures aussi et les attentes que nous avons vis-à-vis des pouvoirs publics. Anne, notre guerrière. Ah mais oui, notre Amazon. Notre Amazon. J'osais plus dire. J'y ai pensé, mais j'ai préféré le thème de guerrière. Et évidemment, nous illustrera le chemin qui est pris dans les critères de décarbonation. Malgré la situation économique que l'on vit, l'objectif principal de la profession, très immédiatement, c'est d'améliorer notre capacité de jouer notre rôle dans ce processus de décarbonation qui est engagé. Et puis, Laurent, notre fine lame conquérante, illustrera avec son équipe, Eric Troffman et Hélène, le renouveau un petit peu de la flamme qu'on a souhaité inscrire en même temps que cette rencontre. Alors, l'état des lieux du secteur, vous avez certainement connaissance des chiffres de la DGAC. On a un été en demi-teinte, un mois de septembre qui est plutôt en recul par rapport au mois d'août, puisqu'on avait un indice de, en gros, un peu moins de 52% par rapport à la référence 2019 en septembre, contre 57% au mois d'août.
Donc on voit que le mois de septembre marque le pas. Pourquoi? Évidemment, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de passagers loisirs et que le business n'a pas repris le dessus. De façon un peu schématique, c'est quand même ce qu'on observe. Avec un niveau en métropole qui se situe aux alentours de 74%, ce qui est assez surprenant quand même. Ça veut dire qu'il y a quand même une dynamique là où on a le droit de voyager qui s'est réinscrite, pardon. Un trafic entre la métropole et l'outre-mer qui est aux alentours de 69% en septembre, tandis qu'à l'international, hors l'outre-mer, enfin le long courrier hors outre-mer, bien sûr, on reste aujourd'hui sous les 50%, on est à 48%, ce qui est quand même très illustre parfaitement cette très très grande difficulté. Alors ces chiffres qui sont quand même relativement bons si on considère l'intramétropole, également entre la métropole ou l'outre-mer, doivent être quand même contrebalancés de la situation depuis le début de l'année, puisqu'on cumule sur 9 mois, on est globalement à 35% seulement de ce qu'on faisait en 2019. Donc imaginez quel secteur peut vivre avec 35% de réalisation par rapport au nominal. C'est quand même stupéfiant. J'ai l'habitude de lire, mais j'ai d'autres activités économiques dans d'autres secteurs. Quand on perd 5 ou 10%, on est dans une situation de catastrophe. L'aérien, aujourd'hui, c'est une descente aux enfers. Et surtout, c'est maintenant les perspectives, c'est ce qu'on essaiera d'illustrer avec un petit peu de finesse. Et l'art de la prévision, évidemment, est un art incertain. Le chiffre d'affaires, évidemment, il est en retrait. C'est très compliqué de s'exprimer sur le chiffre d'affaires parce qu'il faudrait consolider le chiffre d'affaires de toutes les entreprises et en particulier celle d'Air France et du groupe. Ça, ce sera pour la fin de la semaine, vendredi. Mais en gros, on est en retrait d'environ 60% actuellement. C'est à peu près l'estimation à ce jour par rapport à ce qu'on faisait en 2019. Excusez-moi, c'est en cumulé depuis le début de l'année? Oui, c'est une estimation grossière. Hein. Ne la prenez pas comme une donnée comptable ou financière. C'est vraiment une approche assez grossière. Sachant qu'aujourd'hui, notre activité elle est toujours entravée par les restrictions qui demeurent un petit peu partout dans le monde. On a tous évidemment applaudi la réouverture des États-Unis qui était attendue pour le 4 juillet, qui s'ouvre le 8 novembre. Donc on est déjà sur cette perspective, mais on n'est pas au 8 novembre aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui nourrit nos entreprises en termes de compte de résultats, de cash in, c'est nos ventes. Certes, et c'est la réalisation de nos ventes. Aujourd'hui, c'est seulement le 8 novembre. Et on ne sait pas combien de temps ça durera. Est-ce qu'il y aura une fermeture de nouveau? On va le craindre lorsqu'on regarde ce qui se passe dans certains pays proches de nous. En particulier, si on a un regard, par exemple, sur le Royaume-Uni, on voit que l'épidémie est repartie, même si en France, elle semble extrêmement contrôlée, c'est évidemment une excellente chose, et on s'en félicite. On voit bien que la situation n'est pas complètement stabilisée. N'étant pas médecin sur BFM, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais clairement, je veux dire, voilà, on est quand même dans une grande incertitude. Il faut garder ça en tête. Et l'exercice de la prévision pour une entreprise, c'est indispensable, est d'autant plus compliqué qu'on n'a pas de vraie vision. Quelques chiffres qu'il faut quand même retenir. Le trafic sur l'Algérie au départ de la France, c'est 8% de celui de 2019 en cumul. C'est quand même un trafic qui est millionnaire. Et là, on est à 8% seulement en réalisation. Le Canada, le Brésil, les États-Unis, on est à 18% de réalisation par rapport à 2019. La Chine, c'est quoi? On va faire un petit. C'est moi qui pose des questions. La Chine, c'est 4%. Alors, il y a des décisions sanitaires, il y a peut-être des décisions politiques qui expliquent tout ça. Enfin, c'est seulement 4%. Et si on considère Guadeloupe, Réunion, on est à 55%. La Martinique à 50%. Donc on voit bien que ce sont des chiffres qui sont globalement mauvais. Alors, quelles sont les anticipations pour le 4e trimestre 2021? Parce que, évidemment, il y a une sorte d'euphorie qui s'empare un petit peu de la France en ce moment, et c'est une excellente chose. M. Zemmour a chassé le Covid de la une des journaux, c'est une bonne chose, enfin, c'est un signe des temps, mais ça veut dire peut-être que les gens ont un peu plus confiance. Néanmoins, ce que l'on constate en termes de résa, c'est qu'effectivement, il y a un renouveau des résas, on entrera un peu dans le détail tout à l'heure, mais on mesure pas, enfin, on a un nombre de réservations qui augmente, mais en valeur, on peut se poser la question de la valeur de ces résas, et on assiste plutôt sur des segments qui ont bien marché à une baisse du coupon, qu'à une augmentation du coupon, alors que globalement, on parle d'inflation partout dans l'économie française. Je ne parle
aura pas d'inflation sur les matières premières, l'énergie, mais enfin, on le voit sur des biens manufacturés, etc. Alors, est-ce que le rebond est possible? Oui, évidemment, on y croit. On s'inscrit clairement dans nos entreprises sur cette démarche, mais on risque de me répéter, ce qui se passe au Royaume-Uni, en Roumanie, en Bulgarie, dans les États baltes, incite tout de même un petit peu de réserve. Et puis, il faut garder en tête qu'on a énormément de pays fermés. J'ai évoqué la réouverture des États-Unis, mais l'Asie reste fermée durablement. L'Afrique est en partie fermée, ou en tout cas impose des restrictions assez strictes avec des quarantaines, Tout ça, ça nuit quand même au trafic. Le point positif, c'est celui du fret. Évidemment, il a plutôt connu une amélioration assez forte dès l'année 2020. Ça se poursuit plutôt en 2021. Ça représenterait, alors là encore, prenez ces chiffres avec précaution, mais un tiers des recettes des compagnies aériennes pour le monde sur l'exercice depuis le début de l'année. Ça signifie, alors qu'on était aux alentours de 8 à 10%, pas sous votre contrôle, mais traditionnellement. Donc ça veut dire qu'on a une augmentation quand même assez forte des recettes de fret. Évidemment, il y a une tension globale du fret maritime, vous le savez. On a aussi eu, pendant la crise, évidemment, le développement des ventes par le net, avec, j'allais dire, l'imposition du modèle, quelque part, de la vente type Amazon, qui évidemment contribue à nourrir l'activité fret. En matière d'aviation d'affaires, et notre ami Charles Guettan est là, il pourra en parler tout à l'heure plus en détail, répondre à vos questions, mais là aussi, on a assisté à un été un petit peu en demi-teinte, c'est-à-dire que certains d'entre vous ont pu relayer des informations plutôt positives sur le redémarrage de l'aviation d'affaires. C'est vrai que ça a redémarré avec plutôt des petits modules ou des moyens modules vers les destinations qui étaient ouvertes, avec des passagers qui étaient plutôt des passagers loisirs, donc des gens fortunés ou qui se sont regroupés pour aller dans les îles grecques, pour aller en Corse, pour aller là où c'était possible. Tandis que l'aviation d'affaires long courrier, c'est-à-dire les Falcon, les Gulfstream, enfin les gros avions, celles qui réalisent le chiffre d'affaires de ce métier, pas le nombre de mouvements, mais réellement le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, cette aviation-là n'a pas redémarré, elle est restée atone, et elle le reste pour le moment. Alors bien sûr, la réouverture des États-Unis et du Canada va permettre de réaliser pas mal d'opérations, mais c'était quand même un été en demi-teinte. Donc on a eu une concentration des vols sur le court et moyen courrier. C'est exactement ce qu'on a observé en matière de lignes régulières. Alors évidemment, la situation, et je terminerai là-dessus, pour les aéroports, elle est consécutive à la situation des remplissages des avions, puisque les passagers des aéroports sont d'abord les passagers des compagnies aériennes. On l'avait oublié avant dans nos raisonnements, dans nos discussions avec les aéroports, mais c'est parce qu'il y a des avions qu'on doit remplir qu'il y a des gens qui se présentent aux aéroports pour embarquer. Donc la situation des aéroports est évidemment compliquée, celle des sociétés en escale, des sociétés d'assistance en escale également. Et je voudrais remercier Didier Montaigu et Claude de Oresti qui ont compilé des chiffres, des livres tels que, pour ce qui est des adhérents de la CSAE, donc la Chambre syndicale des assistants en escale, le chiffre d'affaires 2018-2019 était de l'ordre de 1,6 milliard. Ce n'est pas tout le handling français, mais c'est le handling des membres de la CSAE, qui est tout de même le syndicat le plus significatif, puisque c'est en particulier des entreprises qui sont déployées en région parisienne. On avait un résultat d'exploitation, alors ça, c'est pas un résultat net, c'est un résultat d'exploitation qui était respectivement en 2018 et en 2019 de 85 millions d'euros et de 95 millions d'euros. En 2020, le chiffre d'affaires est passé de 1,6 milliard à 700 millions d'euros, moins de la moitié, avec une perte consolidée qui est de l'ordre de 5 millions. On mesure bien le choc 2020. Et ce qui est intéressant également, c'est cette estimation, c'est pour l'instant qu'une estimation pour 2021, on serait aux alentours de 800 millions d'euros pour la branche, donc 700 millions en 20, 800 millions cette année, c'est-à-dire qu'il y a une anticipation d'un redémarrage sur le 4e trimestre, avec un résultat qui reste négatif à hauteur d'environ 75 millions d'euros. Et là aussi, la prévision, elle a été faite, donc avec les difficultés que peut revêtir une prévision, mais elle est pour l'exercice 22 de l'ordre de 1 milliard, versus 1,6 milliard en 19 ou en 18,
avec un résultat d'exploitation qui sera encore négatif de l'ordre d'une vingtaine de millions d'euros. Voilà quelques chiffres. Ce sont des activités où il y a beaucoup de main-d'œuvre, donc beaucoup d'emplois associés. Et c'est le reflet évidemment de l'activité des compagnies aériennes, puisque le service au sol est directement lié à la volumétrie du transport aérien. Voilà, je voulais vous livrer cet état des lieux, ce bilan du secteur, et je vais maintenant passer la parole à notre chevalier conquérant, Marc Roffet. Merci Alain, bonjour à tous. Je vais vous parler un peu plus spécifiquement de l'outre-mer. En outre-mer, je rappelle que ce sont des destinations importantes. 2019, on est quasiment à 5 millions de passagers. Ce sont des destinations essentiellement, quasiment en totalité, desservies par des compagnies françaises. Ça a toujours pris une place importante chez toutes nos compagnies, que ce soit Air France, Corsair, Caraïbes, et les deux compagnies basées qui étaient Air Austral et Air Tahiti. Ce qui caractérise aussi ces dessertes, c'est qu'au trafic passager, donc important, s'ajoutait, et heureusement, là on a touché déjà un premier mot, une activité cargo dans les soutes des avions gros porteurs qui desservent ces routes, une activité cargo importante. Ce qui a caractérisé cette crise, c'est bien sûr sa brutalité, mais ça tout le monde le sait et ça concerne tout le monde, mais beaucoup plus difficilement et qui a touché à la fois d'abord nos clients et puis nos compagnies, c'est cette succession de stop and go, puisqu'on on a quasiment connu 4 stops, 4 go derrière, et à chaque fois, on a vu l'espoir renaître en se disant bon ben peut-être que ces trafics-là sont enfin repartis quand on connaît leur solidité. Et à chaque fois, on a vu passer des arrêts parfois extrêmement rapides. On parlera évidemment des conditions qui ont entouré ces stop and go, mais il faut savoir que ce trafic aujourd'hui n'a toujours pas retrouvé ces fondamentaux de ceux de 2019. Dans la clientèle, on constate généralement à travers ces stop and go où on a quand même appris des choses, ou en tout cas on se les a vus confirmer, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un go, la clientèle, alors vraiment la clientèle au sens propre du terme VFR, c'est-à-dire la clientèle familiale, visit friends and relatives, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas fondamentalement à s'héberger ou à trouver des activités sur place, cette clientèle, elle repart très vite. Dès qu'on est sur un go, dès que les annonces politiques et dès que les mesures pratiques sont claires, le retour de cette clientèle, elle est très rapide et on le voit dans nos réservations en 10 jours, 15 jours, et on est encore aujourd'hui dans ces frémissements là. La clientèle touristique, elle repart également, mais avec un délai un petit peu plus lent. Il lui faut 2 mois, 3 mois pour revenir. Et il lui faut aussi 2 ou 3 mois pour se comparer à d'autres destinations. On parlera tout à l'heure de l'environnement propre aux Antilles. Aujourd'hui, on a évidemment une situation qui est caractérisée par une crise qui a été terrible cet été, à partir de fin juillet, début août. C'est bon? Bon. C'est bon, Marc. C'est un décollage. C'est un décollage d'avion. C'est Corsair qui décolle. C'est mon concurrent. Oh, ça tacle. Je ne répondrai pas. Et comme quoi, il y a des avions bouillants. Oh, mais les nôtres, il faut revoir les Scott and Boy. Allez, on revient. On a donc connu un été extrêmement difficile avec une chute très brutale des engagements. Vous vous rappelez même qu'à certains moments de cet été, les préfets ont appelé les gens à quitter les Antilles, par exemple, et à rentrer sur la métropole, car la situation sanitaire du côté médical était non seulement à saturation, mais au-delà de la saturation. Bon, et il y a des chiffres qui le prouvent. Aujourd'hui, on est revenu grosso modo sur ces trafics
sur les engagements que nous avons et les quelques frémissements qu'on a vus, on est remonté à peu près 80% de l'année 2019. Mais il est évident que tout ça reste fragile et j'en dirai un ou deux mots en conclusion. Autre conséquence, les trafics internationaux au départ des dom-toms, même s'ils ne sont pas très majoritaires, ont également été très touchés, et ainsi que les trafics intradom. Bon, en ce qui concerne Air Caraïbes, on a un réseau régional, il a été touché de la même façon que Long Courrier, sinon plus d'ailleurs, et je crois que ça va demander un peu de temps pour revenir. Si je prends un exemple concret de trafic international, l'Italie, avec quelques vols charters pour alimenter des relèves de bateaux de croisière sur la Guadeloupe et la Martinique. Bon, il est évident que comme les croisiéristes ont décidé pour l'instant de ne pas revenir pour l'hiver 2021-2022, en tout cas jusqu'au mois de janvier, ils ont pris la décision de ne pas revenir dans les départements d'outre-mer et de se déplacer plutôt vers le nord de la Caraïbe. Évidemment, il n'y a pas de charter et il n'y a pas de compagnie italienne. Alors, tout ça, c'est évidemment une situation préoccupante. Ça s'est placé dans un contexte, je crois pouvoir dire, où les mesures sanitaires étaient extrêmement complexes, extrêmement peu lisibles, et on a eu droit à tout un tas d'allers-retours de la part des autorités. Bon, je crois que c'est pas facile non plus. Je ne veux pas leur jeter la pierre en disant que on ne va pas tomber dans le yacon où il fallait, mais on a quelques exemples de cas qui ont forcément créé le doute chez les clients d'abord, et puis c'est pas négligeable chez nos personnels. Le pass sanitaire qui était obligatoire, qui était devenu obligatoire en métropole pour la desserte, y compris des vols domestiques, ne l'était pas aux Antilles. Alors ça vient d'être corrigé, mais il y a eu un décalage dans le temps. Comment aller expliquer à quelqu'un qu'il faut un pass sanitaire si on est navigant entre Paris et Toulouse et qu'il ne le fallait pas pour aller à Pointe-à-Pitre, dont tous les médias étaient en train de dire que les îles étaient à feu et à sang sur le plan sanitaire. On a eu droit à toute cette complexité des motifs impérieux, des tests PCR. Bon, maintenant, on y voit un peu plus clair. Bien entendu, non-homogénéité des passagers selon des formalités nécessaires pour les passagers selon leur destination d'origine, et en particulier pour ceux qui continuent à venir d'Europe. Et dans un contexte qui, évidemment, n'est pas lié qu'au transport aérien, mais vous le savez bien, une situation sur place qui reste très difficile. Aujourd'hui, les îles sont… Alors, il y a des différences entre la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Tahiti et tout notre environnement, mais dans le meilleur des cas, on ne dépasse pas 40-45% de population vaccinée. Il y a un véritable frein. Ce frein, il est non seulement pas levé, je crains, c'est un sentiment personnel, que le bloc des irréductibles, bon, dans toute population, en métropole aussi, il y aura un bloc d'irréductibles. Hein, depuis Astérix, on sait que ça existe. Bon, ce bloc d'irréductibles en métropole, il va probablement être autour de 10 ou 15% de gens qui, de toute façon, ne se feront pas vacciner, y compris par vos convictions personnelles, ce qui est tout à fait respectable. Aux Antilles, probablement que le bloc d'irréductibles est autour de 50%. Et donc, on n'est pas à l'abri d'un retour… sans doute partiel, mais évidemment, dès que la communication se met autour de ça, ça lui donne une ampleur que les clients sauront mesurer. On n'est pas à l'abri d'un retour d'une pandémie, alors peut-être plus forte en Martinique, parce que c'est là où le bloc des irréductibles est le plus fort, qu'en Guadeloupe ou qu'en Guyane. En Guyane, c'est la situation difficile à mesurer parce que, vous savez bien, c'est un département français où il y a beaucoup d'immigration clandestine, non déclarée, donc les gens hésitent à se faire parler d'eux, mais on reste très préoccupé par ça. Je dois dire que nous menons dans nos compagnies une incitation forte, évidemment, à la vaccination et au pass sanitaire, dans l'encadrement de ce qu'on peut faire sur le plan légal, mais qu'on n'est pas très aidé non plus par l'indécision de l'État. J'en prends qu'un exemple récent parce que bon, nous avons des personnels là-bas, comme mes collègues. Vous savez qu'en France, maintenant, il y a une loi qui impose au personnel des établissements de santé d'être vaccinés, d'avoir le pass sanitaire et toutes les preuves qu'il faut. Bon, vous avez peut-être vu qu'à l'hôpital de Fort-de-France, il a été décidé de passer outre à cette loi, ce qui est quand même très limite en termes de message et évidemment vient encore perturber la vision qu'en ont les gens. À cette situation de faible lisibilité, voire de complexité,
s'ajoutent des mesures qui sont aujourd'hui obsolètes, mais qu'on maîtrise mal. Laurent a eu l'amabilité d'en faire la liste. Hein. Il y a eu l'attestation sur l'honneur, déclaration des motifs impérieux. On n'y voit toujours pas clair sur ce qu'on appelle le passenger locator form, c'est-à-dire théoriquement, quand vous êtes à bord, vous devez remplir une pleine page. On a demandé à ce qu'elle soit digitalisée, ce qui est quand même la moindre des choses. Elle ne l'est toujours pas. Est-ce qu'elle est impérative, obligatoire, nécessaire? Il y a un grand fou là-dessus. Moi, j'ai pris récemment 3 fois l'avion là, dans les 15 derniers jours. Personne ne l'a demandé. Alors, est-ce que ça existe ou pas? On n'en sait rien. Et tout ça génère en plus des temps d'attente dans les aéroports qui sont des facteurs de perturbation et des facteurs de soucis. Je vais même plus loin. Nous nous demandons si, par bonheur, la reprise vers ces routes et d'autres routes internationales s'accélérait, ayons de l'espoir, si les aéroports, les grands aéroports, seraient capables de tenir une nouvelle, non pas point d'activité, mais un retour de l'activité à ce qu'elle était précédemment. Les aéroports ont pris leurs mesures et elles sont respectables. Je pense notamment à ADP, de restriction d'utilisation de certains halls, de certaines zones de trafic, des fermetures de PIF, hein, comme on les appelle. Et aujourd'hui, quand on voit au niveau d'activité auquel nous sommes revenus et qui n'est pas celui de 2019, déjà les encombrements que nous subissons, moi je ne sais pas, enfin je pense que Pascal et Anne ont sans doute un œil aussi là-dessus. On se demande comment ça va se passer à Noël quand même, hein, parce que si le trafic revient, ce que nous souhaitons tous, comment ça va être géré dans ces gros aéroports, je parle pas en plus des aéroports à destination qui sont encore dans des situations plus difficiles. De tout ça, bon, l'histoire est l'histoire. Ces stop and go ont été extrêmement difficiles à gérer, parce que vous doutez bien que dans nos compagnies, avec les avions, la maintenance, les équipages, le stop and go, c'est sans doute ce qui est le plus complexe à subir, mais on a essayé d'y faire face. On constate des frémissements, hein, clairement, les trafics semblent repartir, avec quand même, je dois le dire, je ne sais pas dans quelle mesure c'est partagé, mais beaucoup de fragilité. Hein, quand on voit les réengagements en réservation, alors oui, la vacance de la Toussaint, ça se vend encore bien. Noël, ça commence à se vendre, mais au-delà, grand point d'interrogation. Les gens ne s'engagent pas. Et ça, c'est sans doute un changement fondamental de comportement de la clientèle. Ils attendent la dernière minute pour se décider. Après tout, pourquoi pas. Donc, des espoirs, des frémissements, une grande fragilité à nos yeux. Et tant mieux si la fragilité diminue et que ça se concrétise par une reprise de la croissance vers ce qu'étaient ces trafics-là en 2019. Et je dirais qu'on en a parlé entre nous déjà, tout ça rend plus que nécessaire la poursuite des efforts. Les efforts de nos compagnies pour s'adapter, pour répondre aux attentes de nos clients, pour leur expliquer le mieux des choses, mais aussi des efforts qu'on demande à l'État en matière de simplification des procédures, en matière de clarté de ce qu'il faut faire et pas faire, et en matière d'accompagnement de nos compagnies, parce que, comme l'a dit Alain, on n'est quand même pas encore sorti de l'ornière. Surtout qu'il y a des zones dans le monde qui ne s'ouvrent pas et qui rendent les choses très difficiles au niveau global. Donc, des espoirs, de la fragilité et des efforts. Je passe la parole au suivant, ou Alain, tu reprends la parole. Oui, non, Marc, merci de cette contribution qui est, comme toujours, très pugnace et très précise aussi. Et puis, l'introduction a été faite. Voilà, ça fait une excellente transition. Voilà. Ça fait une excellente transition parce que vous doutez que, compte tenu évidemment du choc que nous avons reçu, du contexte qui reste très incertain et très difficile, évidemment, nous demandons la poursuite de dispositifs d'aide. Alors, nous avons bénéficié pendant toute cette crise, évidemment, d'un dispositif d'aide qui a été particulièrement bienvenu. Bon, vous savez que le gouvernement a annoncé le 30 août la fin du quoi qu'il en coûte, ce que l'on peut très bien comprendre, mais nous plaidons évidemment la spécificité de notre secteur aérien et donc nous demandons, nous craignons, si vous voulez, un arrêt pur et simple évidemment de ces dispositifs d'aide. Et ce que nous souhaitons, donc, c'est soit la reprise en l'état des aides précédentes, soit leur adaptation, voire même d'ailleurs la mise en œuvre de nouveaux outils de traitement économique et social de cette crise, parce que, comme vous l'avez compris, nous n'en sommes pas sortis, nous sommes encore fragiles et vulnérables, donc il est important que nous continuions d'être accompagnés. Alors pour cela,
nous sommes en contact, bien sûr, avec les instances gouvernementales et nous mettons en avant les demandes suivantes. Premièrement, c'est la prolongation du dispositif d'activité partielle qui a été mis en œuvre pendant plusieurs mois, dit activité partielle Covid, et corrélativement, nous demandons également une amélioration du dispositif de l'activité partielle longue durée, qui est très bien d'ailleurs, mais simplement nous demandons une adaptation du montant de l'allocation versée par l'État pour la porter à 70% du salaire brut, plafonné bien sûr à 4,5 fois le SMIC. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que nous constatons, c'est que la problématique des plafonds a souvent malheureusement édulcoré l'impact d'un certain nombre de dispositifs. Vous savez qu'il y a un dispositif coût fixe. Malheureusement, le plafond a été réduit à 10 millions d'euros. Bon, 10 millions d'euros, ça peut satisfaire, si vous voulez, un certain nombre d'activités ou d'entreprises. Certainement pas une compagnie aérienne, hein, compte tenu évidemment de la taille de notre activité. Je ne parle même pas d'Air France. Il est bien évident qu'un plafond de 10 millions est très insuffisant. Donc, nous plaidons pour un relèvement de ce plafond. Dispositif coût fixe à au moins 50 millions d'euros. Et par ailleurs, nous sommes informés que le gouvernement souhaite créer un nouveau dispositif de compensation des fermetures. Ce dispositif est en cours de notification auprès de la Commission de Bruxelles. Alors, à qui est-il destiné? Il est destiné aux entreprises qui ont subi une fermeture administrative. Nous souhaitons que ce dispositif englobe également les entreprises qui ont été particulièrement exposées à des mesures étatiques de limitation de l'activité. Alors, nous, on ne peut pas dire ce qu'est une quasi-fermeture. Hein. Quand vous avez des restrictions sanitaires, ce n'est pas une fermeture complète, effectivement, enfin, c'est une quasi-fermeture avec un impact considérable. Donc, nous souhaitons être éligible à ce dispositif dit fermeture. Le troisième grand volet, troisième chapitre, c'est celui, bien sûr, des taxes et des redevances. Vous savez que depuis des années, au sein de la FNAM, bien sûr, nous nous plaignons que les compagnies aériennes, évidemment, ploient sous le fardeau, évidemment, d'un nombre de taxes et de redevances, dont c'est une spécificité quand même bien française. Et je dirais que élection présidentielle après élection présidentielle, mandat après mandat, on essaie de prêcher malheureusement dans le désert. Enfin, c'est pas parce qu'on prêche dans le désert qu'on ne doit pas continuer, hein, puisque allez, on a une prochaine élection présidentielle qui se présente, et donc avec la FNAM, on va retravailler une plateforme, bien sûr, de défense du transport aérien français. Alors, les taxes, d'abord, nous souhaiterions que pendant au moins la durée de l'hiver 21-22, hein, qui reste encore une période voilà, avec beaucoup d'incertitudes et beaucoup de restrictions, nous soyons exonérés de taxes spécifiques au transport aérien comme la taxe dite de solidarité ou la taxe de l'aviation civile, au moins en tout cas pour les routes qui sont sous obligation de service public ou routes dites de continuité territoriale. Ça nous paraîtrait un minimum. Ensuite, il y a une problématique qui va aujourd'hui ne nous occupe pas trop, mais qui va certainement passer au premier plan demain, c'est-à-dire que toutes ces aides, ce ne sont pas des subventions, ce sont des aides remboursables. Et ça veut dire que le ratio d'endettement de nos entreprises va augmenter. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'est pas dans cette phase de remboursement, mais demain, nous allons l'être. Et je ne suis pas du tout persuadé que la situation de trésorerie de nos compagnies nous permettra de payer le tout venant des taxes, des redevances, impôts divers et variés, et en plus d'assumer la charge de remboursement des aides que nous aurons négociées durant la période de Covid. Donc, nous plaidons pour quoi? Nous plaidons pour un rééchelonnement du remboursement, par exemple, des cotisations sociales. Nous souhaiterions que ces cotisations sociales soient remboursables sur une période d'au moins 48 mois et que surtout, également plutôt, le début, si vous voulez, des échéances soit reporté à 2023-2024 parce que nous, en attendant, il faut qu'on reconstitue notre trésorerie. Hein, nous en sommes loin. Là, on a été saigné à blanc pendant 2 années, 19-20, 20-21.
21-22, malheureusement, ça n'avance pas brillant. Donc, il est évident que ça, c'est une problématique très importante. Problématique pour le remboursement des cotisations sociales, mais également, vous en doutez, pour le remboursement des PGE. Hein. On lit dans la presse que certaines sociétés ont déjà remboursé leur PGE dans certains secteurs, la pharmacie, etc. Très bien. Nous, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc, là aussi, nous avertissons le gouvernement que cette problématique de l'échelonnement du remboursement des PGE se pose. Ensuite, il y a un autre volet, toujours dans le chapitre taxes et redevances, si vous voulez, c'est qu'il y a une certaine reprise du trafic, très incertaine encore, et donc il est essentiel que les compagnies aériennes ne soient pas soumises à des hausses de taxes d'aéroport ou de redevances de navigation aérienne excessives. Or là, je dirais que le signal warning est allumé au rouge, hein, puisque tout ce que nous avons comme information en provenance de la DGAC, par exemple pour le budget annexe contrôle et exploitation aérien, laisse malheureusement entrevoir à ce stade des hausses absolument considérables d'un certain nombre de redevances. Alors, si vous prenez par exemple les redevances de survol pour 2022, redevances en route, je voudrais vous citer quelques chiffres. Nous prévoyons il est prévu plutôt une hausse de 36,3%, en sachant qu'en France, cette hausse serait de 44,5%. Donc, des chiffres que je qualifierais d'exubérants. Si on regarde l'augmentation des redevances d'approche également pour 2022, la redevance d'approche pour 2022, c'est plus 39% à Paris et plus 27% en province. Donc, inutile de vous dire que de telles hausses sont absolument insupportables pour nous. Enfin, je veux dire insupportables économiquement. Hein, voilà. Donc, ce que nous demandons, parce que d'ailleurs, l'ensemble des compagnies aériennes européennes demandent, pas seulement celle de la FNAM, à leur gouvernement, c'est de soutenir leurs services d'infrastructure de navigation aérienne, de façon à ce que les déficits accumulés durant cette période de crise par ces services de navigation aérienne ne soient pas tentés de répercuter et de faire financer ces déficits par les seules compagnies aériennes. Parce que sinon, c'est haro sur le baudet, on charge, mais le baudet ne va pas pouvoir aller très loin. Et par ailleurs, nous souhaiterions qu'il y ait une stabilisation des redevances, de ces redevances, au niveau de 2019. Vous savez qu'il y a une dérive, donc ne nous étonnons pas d'ailleurs que ceci, plus l'environnement social que nous connaissons, on ait un déclin inéluctable et régulier que nous ne cessons de dénoncer chaque année du pavillon aérien français, ce qui est bien regrettable, au détriment des pavillons étrangers. Alors, dans le domaine des aéroports, on n'a pas les mêmes taux d'augmentation. Là aussi, on considère, si vous voulez, que l'heure n'est pas à appliquer des hausses des redevances aéroportuaires importantes. Donc, nous avons par exemple Aéroport de Paris qui, pour la période avril 2021 à mars 2022, on demande 2,5%, hein, pour une inflation qui est à 0,5%. Ça nous paraît excessif. Hein. Lyon, 3%, Fort-de-France, 5% en plus avec la situation dans les Antilles. Donc, le problème que nous avons, c'est que nous plaidons pour une approche collective, une approche collégiale, une approche collaborative en matière de sortie de crise. Et donc, nous souhaitons que cette sortie, elle soit collective entre les différents acteurs de la chaîne de valeur du transport aérien. Donc, la FNAM, elle plaide pour cette sortie collective. Elle est prête à y travailler, évidemment, avec la DGAC et avec les aéroports. Mais nous, notre préoccupation, elle est la suivante, c'est que, si vous voulez, si chaque maillon de cette chaîne de valeur du transport aérien se préoccupe de la sortie de la crise en mettant en avant simplement ses intérêts particuliers, sans s'interroger si cela est soutenable par l'ensemble de la chaîne, la crise va se poursuivre. Hein, parce que les compagnies aériennes qui déjà, vous le savez, sont les plus mal placées hein, dans la chaîne de valeur du transport aérien. Hein. Nous, on est en bout de chaîne et on voit bien, par exemple, que, vous le savez bien, il est extrêmement difficile de répercuter sur le passager par une hausse des tarifs toutes les hausses de coûts que nous subissons. Et encore, évidemment, je ne parle pas d'une hausse exogène, il faut le mentionner, qui est la hausse du fioul.
Parce que si vous voulez, c'est des taxes et des redevances qui se rajoutent à une hausse du fuel, dont le prix, vous le savez, atteint quand même pratiquement des sommets. Cela va avoir un impact gigantesque sur notre PNL et sur notre compte d'exploitation. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment mes collègues, sur quelles hypothèses budgétaires ils ont pris le fuel, mais je pense que quand on voit la valeur et les prix forward pour le fuel aujourd'hui, l'impact est considérable. Donc, si vous voulez, il ne faut pas, les compagnies aériennes ne vont pas avoir la possibilité de financer des hausses des redevances d'aéroport, des hausses de redevances de navigation aérienne et de rattraper en quelque sorte les déficits accumulés par les autres secteurs. Donc, ça veut dire impératif, une intervention de l'État sur le plan budgétaire. Je vous donnerai un seul exemple. Vous savez que la taxe d'aéroport qui finance la sûreté en France, hein, voilà, particularité aussi bien française, puisque comme c'est une mission régalienne de l'État, elle devrait être financée à l'instar de ce qui se passe dans les autres pays par le budget de l'État, et surtout plus de sont les compagnies aériennes enfin, qui les répercutent aux passagers. Eh bien, cette taxe d'aéroport, vous ne serez pas surpris, évidemment, de savoir qu'elle a eu un grand déficit, et nous demandons, avec d'ailleurs l'UEF, hein, l'Union des aéroports français, que ce déficit de la taxe d'aéroport il soit pris en charge par le budget de l'État et non pas répercuté une nouvelle fois sur les compagnies aériennes. Voilà, donc ça, c'est une problématique majeure, parce que si on veut que la reprise soit durable, eh bien, il ne faut pas, évidemment, que nous soyons handicapés par un fardeau de taxes, de redevances et d'imposition. Voilà. Merci Pascal pour ces propos qui sont aussi exprimés avec beaucoup d'énergie et de connaissances. On est donc dans une situation assez compliquée avec clairement un appel à l'État qui a beaucoup œuvré pour nous permettre de survivre. C'était assez logique comme effort, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que c'est parce que des décisions ont été prises en France ou à l'étranger par les autorités que la crise du transport aérien s'est installée aussi durablement. Et en même temps, l'investissement qui a été fait, finalement on peut appeler ça un investissement par l'État français pour soutenir, permettre aux entreprises et à l'écosystème de l'aérien de rester à flot, ce serait dommage de le sacrifier aujourd'hui par une politique peut-être trop peu ambitieuse, alors même que le besoin demeure et que la reprise sera progressive. Alors cette reprise, elle ne se fait pas n'importe comment, elle continuera de se faire dans le cadre d'engagements que la profession avait pris historiquement bien avant Greta Thunberg. Elle était née certes, mais pas encore en âge de s'exprimer devant les médias, puisque la démarche de l'aérien au niveau mondial, démarche volontaire, a été entreprise il y a de très nombreuses années. La crise n'a pas mis en suspens totalement les efforts des compagnies. Le renouvellement des flottes, les entreprises qui sont dans ce secteur peuvent en témoigner. Donc Anne, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer notre trajectoire à venir et celle aussi du groupe Air France? Oui, absolument. Alors, on pourrait se dire qu'en écoutant Marc et Pascal, qu'on a suffisamment de pain sur la planche et suffisamment d'activités à gérer au quotidien pour ne pas finalement particulièrement se focaliser sur la transition environnementale. Mais clairement, face à l'urgence du changement climatique, nous voyons à chaque rapport du GIEC qui sort, le secteur est en train d'accélérer très notablement sa transition. Ce n'est pas qu'il ne faisait rien avant. Hein. Si on regarde l'histoire, en 2009, on avait déjà des vols les plus économes possibles, avec déjà ces premiers leviers qu'on appliquait. Mais pour autant, aujourd'hui, ce n'est clairement pas une option. Nos clients, qu'ils soient business, qu'ils soient individuels, le réclament de manière très ferme. C'est une nécessité en termes de compétitivité et d'attractivité. Et puis, si on veut finalement que ce secteur qui est stratégique, hein, l'aviation en France, puisse maintenir son rang, on a effectivement besoin de s'engager très fermement dans cette transition. Ce secteur, je le rappelle, il représente 100 milliards de contributions directes, indirectes et induites au PIB français, et environ 1 million d'emplois. Hein. Donc, on est vraiment sur un secteur absolument stratégique. Alors, les leviers, finalement, ils sont assez clairement identifiés dans l'industrie et partagés. L'industrie européenne a d'ailleurs élaboré début
de cette année sa feuille de route qui s'appelle Destination 2050. Donc, vous voyez en bas de la slide je dirais le schéma. L'objectif étant d'atteindre le zéro émission nette pour tous les vols au départ de l'Union européenne à cet horizon de 2050. Au niveau mondial également, sur ce mois-ci, en octobre 2021, toutes les compagnies ont pris un engagement au travers de IATA d'atteindre le net zéro en termes d'émissions également à 2050. Donc, c'est vraiment un mouvement d'ensemble mondial. Le premier levier, j'en ai parlé Alain, il a l'avantage d'avoir des effets immédiats, d'être disponible aujourd'hui. C'est le renouvellement de nos flottes et effectivement la conception d'appareils nouveaux. On estime que ça représente 38% de contribution à notre trajectoire de décarbonation à l'horizon 2050. Et je dirais que c'est ce que nous mettons tous en œuvre aujourd'hui. Le deuxième levier qui est essentiel, ce sont les carburants d'aéronautique durable, ou sustainable fuel en anglais, donc un mot un peu long à prononcer. Ces carburants, ils permettent de réduire de 80% les émissions sur l'ensemble de leur cycle de vie, puisque ce ne sont pas des carburants fossiles. Et ils deviendraient finalement le premier levier de la trajectoire de décarbonation avec 46% de contribution à l'horizon 2050. Ensuite viennent les optimisations opérationnelles des compagnies aériennes, la circulation aérienne, et tout ça, on estime à environ 6%. Et puis tout ce que nous ne pouvons pas réduire, ça représentera 10% de contribution de la feuille de route en contribution à des restaurations d'écosystèmes, à différents programmes de financement de projets qui vont vers des énergies plus propres dans différents pays. L'objectif étant bien de réduire au maximum et ce levier vient seulement compléter et non se substituer au précédent. Alors, je disais, on lance des actions immédiates. Je vais citer Air France parce que je connais mieux le sujet, mais Pascal et Marc le font. On renouvelle nos flottes. Air France vient de recevoir le premier de ses 60 Airbus 220. On continue à recevoir nos 38 Airbus 350. Tous ces avions de nouvelle génération, c'est 20 à 25% d'émissions de CO2 en moins et c'est un levier disponible, contrairement aux autres qui ne le sont pas totalement. Le deuxième exemple, ce sont les vols avec du carburant durable. On commence, alors de manière un peu artisanale, mais on commence à faire des vols avec du carburant durable. Le 18 mai dernier, on a réalisé le premier vol long courrier, Paris-Montréal, avec du carburant durable produit en France. Et j'insiste sur le produit en France parce que le carburant durable est aujourd'hui assez rare en France. On l'a fait en partenariat avec Airbus, Total Energy et ADP. Et puis tout récemment, le 1er octobre, on a fait également un Nice-Orly avec 30% de carburant durable. Et ça nous concernera tous dès le 1er janvier 2022, donc l'an prochain. On met en œuvre le mandat d'incorporation français d'avoir 1% de carburant durable sur tous les vols au départ de la France. Et donc, c'est vraiment le démarrage, je dirais, industriel. Alors, il faut avoir en tête que le coût de la transition environnementale va être totalement considérable pour les compagnies. D'abord, le coût du carburant durable. La proposition de l'Union européenne, Fit for 55, prévoit une incorporation croissante de carburant durable. Alors, 2% en 2025, 5% en 2030, et ensuite, ça monte très vite. Et ça monte jusqu'à 63% en 2050. On a des enjeux très lourds en termes à la fois d'accessibilité en volume, mais aussi d'accessibilité économique, puisque ces carburants, c'est entre 4 à 8 fois plus cher que du carburant fossile, du carburant conventionnel. Donc, au total, quand on additionne le carburant durable et les coûts d'ETS, qui sont déjà des coûts pour les compagnies aériennes, mais qui s'accroissent, ça représente, je parle pour Air France, plusieurs centaines de millions d'euros de surcoût à l'horizon 2030. Et quand on fait le calcul, évidemment, avec la connaissance actuelle à 2050, c'est plusieurs milliards d'euros. Donc, évidemment, ça oblige à repenser l'ensemble du business model. À cela s'ajoute le coût d'achat des flottes plus performantes. Bon, pour Air France, par exemple, le renouvellement de la flotte, ça représente 1 milliard d'euros d'investissement par an. Et on doit mener ce renouvellement en pleine crise Covid, avec tous les enjeux et tous les challenges économiques que Pascal et Marc vous ont décrits. Évidemment, on a un besoin urgent d'investissement fort dans la recherche et développement pour accélérer les innovations de rupture, que ce soit sur les carburants durables ou sur les avions, je dirais, en rupture technologique. On parle d'avions à hydrogène, on parle d'avions électriques,
Mais pour l'instant, ces avions n'existent pas et on a besoin de beaucoup d'investissements pour qu'ils existent. L'État doit être un partenaire absolument engagé pour accompagner ce mouvement, puisqu'il faut préserver la santé économique des compagnies. Hein. Je pense que ce qu'a dit Pascal vous montre l'ampleur du challenge. C'est un peu l'Everest à monter sans oxygène en ce moment. Et on doit préserver cette économie pour être capable d'investir suffisamment d'abord dans le renouvellement de la flotte et puis de payer les mandats d'incorporation des sustainable fuels. Et de ce point de vue, si on n'a pas un environnement qui permette une concurrence équitable, on n'y arrivera pas. Donc, il y a le besoin d'abord d'aller au-delà de l'appel à projet en carburant durable qui est actuellement en cours pour développer cette filière qui n'existe pas encore suffisamment en France. Donc, on a besoin au sein, je dirais, du programme France 2030 de confirmer l'enveloppe pour le carburant durable qui sera vraiment le levier premier de décarbonation, en particulier sur le long courrier. On voit aux États-Unis une approche qui est un petit peu différente, puisque l'administration Biden a annoncé en septembre un engagement massif pour les carburants durables, et elle ne se place pas comme l'Europe dans une logique de contrainte réglementaire avec des mandats d'incorporation, mais dans une logique de très forte incitation à l'investissement avec des dispositifs de crédit d'impôt au niveau fédéral, et ces dispositifs viennent en complément d'incentives qui sont déjà existants au niveau de certains États. Ce qui fait que quand on regarde l'addition globale, ça permet d'abaisser aux États-Unis le prix du carburant durable de manière très substantielle, avec finalement un écart entre tous ces incentives qui va se réduire à 10 à 20% seulement par rapport au prix du carburant classique. Et donc l'ambition très claire et affichée du gouvernement américain, c'est d'approvisionner l'ensemble des compagnies américaines en carburant durable à 100% à l'horizon 2050. Donc, il y a aussi un enjeu à ce que cette logique-là soit adoptée en Europe et en France. On insiste également sur le fait que, compte tenu de l'ampleur du coût de cette transition énergétique, on ait une vigilance accrue sur les risques de distorsion de concurrence. Donc, on doit avoir une approche globale en décarbonation de notre secteur aérien, également phasée dans sa temporalité pour que ce soit soutenable d'un point de vue économique, sachant qu'on part déjà d'une situation où il faut sortir de la crise Covid. Donc, on calcule, enfin, ça peut évidemment changer en fonction de l'évolution des hypothèses et des ruptures technologiques, mais à l'horizon 2035, on calcule que les obligations en matière de carburant durable et d'ETS pourraient représenter un surcoût de l'ordre de 100 € pour un aller-retour long courrier en classe économique. Vous voyez, ce n'est pas du tout l'épaisseur du trait. Et évidemment, nous ne pourrions pas tenir un différentiel de compétitivité avec des compagnies qui ne sont pas basées en Europe. Et donc, il faut absolument que la décarbonation dans le reste du monde suive un rythme qui soit comparable à celui qui est souhaité par l'Europe. Il faut donc une approche globale, mondiale, ambitieuse, et nous pensons que le vecteur finalement le plus adapté est probablement l'OACI, comme ça a été le cas par le passé. Donc, c'est un enjeu majeur dans le cadre des discussions avec l'Union européenne sur les modalités d'application de Fit for 55 pour permettre finalement aux compagnies françaises que nous sommes de prendre toute leur part dans finalement la perspective d'une reprise progressive de l'activité sans avancer avec des blés au pied. Il faut savoir également, je suis un peu longue mais c'est important, que l'aérien c'est le 4e secteur d'après une étude de la FEP qui est exposé aux fuites de carbone. Et donc on aurait toute notre place pour être inclus dans le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, comme l'avait en remplacement des quotas gratuits, comme l'avait annoncé la Commission. Et malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, l'aérien ne fait pas partie de ce système d'ajustement. Et donc, comme on n'aura pas accès à ce système d'ajustement, on a besoin d'autres mécanismes de préservation de notre compétitivité et des mécanismes qui opèrent sur un réseau international, évidemment, puisque nous sommes positionnés sur l'international. Donc, c'est un enjeu à la fois économique et environnemental, pas seulement économique, mais aussi environnemental pour éviter les fuites de carbone et pour garder, je dirais, à l'Europe toute sa place sur le plan mondial dans le cadre de ce secteur aérien. Bien. Merci Yann. Merci de la qualité évidemment de la présentation, du détail apporté, parce qu'on voit que les enjeux sont immédiats, parce qu'il y a une attente très forte
de nos passagers, de l'opinion publique. Il y a une contrainte forte réglementaire dès l'année prochaine, 1% d'incorporation de carburant durable, alors même que ce carburant n'est pas disponible, parce que c'est quand même ça qu'il faut rappeler. On nous impose, avec un crescendo, l'intégration de ces SAF, alors même qu'ils ne sont pas aujourd'hui disponibles et qu'on réfléchit toujours à la mise en place d'une filière. Étant président de la FNAM depuis quelques années, je me souviens de Madame Royal, ministre, qui m'avait absolument garanti à un salon du Bourget au mois de juin qu'au mois de septembre, ce serait en place, la filière. Vous voyez, Madame Royal est en retraite depuis un moment, donc on peut bien Alors, c'est l'année. j'ai fait des égards quand même. Mais donc voilà, Emmanuel Valls m'avait dit, c'est pas un problème, vous allez voir, on lance la filière. Bon, donc on est vraiment face à une difficulté avec des contradictions finalement entre une politique qui est tout à fait légitime et que l'on approuve et une déclinaison pratique. Et l'enjeu évidemment est de ne pas faire de l'aviation le transport des riches, parce que c'est quand même, ce serait un retour en arrière assez malheureux. Il n'y a pas que des gens fortunés qui prennent l'avion, il y a surtout énormément d'étudiants, de familles et de gens qui ont une obligation de prendre l'avion. Et c'est la majorité aujourd'hui. Bien, alors pour continuer de défendre notre profession, Laurent va faire un petit point sur la situation de la FNAM, son évolution en termes de ressources humaines, mais aussi de marketing. Merci Alain. Bon, je ne vais pas vous prendre longtemps parce que je sais que vous avez des questions à poser. Donc très rapidement, on voulait insister sur quelques points. Alors le premier et quelques évolutions au sein de la FNAM. Donc le premier déjà, c'est l'arrivée d'une nouvelle équipe. Donc bon, j'ai rejoint la FNAM à la fin du mois d'août avec Hélène Clavé, qui était auparavant DRH de Transavia, donc qui nous a rejoint comme déléguée générale adjointe en charge des relations sociales, et puis avec Eric Trottmann également, qui lui était dirigeant responsable de Corsair, qui nous a rejoint en même temps et qui lui suit plus particulièrement toutes les affaires techniques et réglementaires. Donc, voilà, on est arrivés tous les trois à la fin du mois d'août et dans la volonté de relancer la FNAM et de l'aider à soutenir au mieux le secteur aérien. Donc ça, c'était le premier point. Quelques décisions qui ont été prises depuis lors par le comité exécutif de la FNAM. D'une part, de faire évoluer le nom de la FNAM. Vous vous souvenez que c'était la Fédération nationale de l'aviation marchande. Désormais, ce sera la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Alors, l'idée derrière, c'est à la fois de capitaliser sur le logo, enfin sur le nom de la FNAM, qui était bien connu en tant que tel, mais aussi de bien mettre en avant ses priorités. Ses priorités, c'est la promotion de l'aviation, la promotion du secteur aérien, ça on le garde avec l'aviation, mais également de mettre en avant les métiers de l'aérien, l'emploi dans le secteur aérien, notamment tout ce qui est emploi et formation, et également naturellement relations sociales. Donc c'est ces deux éléments qu'on a souhaité mettre en avant et faire figurer directement dans le nom de la FNAM. Alors juste pour mémoire, la FNAM, c'est 370 entreprises du secteur, ça représente 95% de la flotte et des activités du transport aérien français. C'est 100 000 emplois directs et c'est 9 métiers. Voilà. Donc, juste pour remettre les ordres d'idées en tête de tout le monde. Et puis, dernier élément, dans le cadre de cette mue de la FNAM, juste on vous invite également à vous rendre sur Internet pour découvrir le nouveau site Internet de la FNAM qui vient d'être lancé. Et puis également l'évolution du logo que vous pourrez visualiser sur le site. Voilà les quelques points qu'on souhaitait mettre en avant sur les évolutions à la FNAM. Et donc maintenant, je vous propose de passer à la séance de questions-réponses, peut-être en commençant par la salle et puis après en distanciel. Et je demanderai aux gens en distanciel de bien vouloir lever la main électroniquement pour que nous puissions leur donner la parole. Bonjour, Jacques Guérin du Figaro. Dites que le niveau d'activité cumulé est 30% depuis le début de l'année. Est-ce qu'au moment où vous avez
Ça, c'était il y a longtemps. Est-ce que, et on ne pouvait pas forcément prévoir qu'il y aurait ce rebond serait très lent, est-ce que ça veut dire que pour rapprocher, pour Pascal Desvaguiers, on joue à brigaille d'autres mesures d'ajustement, ne serait-ce que parce que la situation a évolué? Alors moi, je dirais qu'on voit effectivement que le redémarrage est beaucoup plus lent que ce qu'on avait, la vision qu'on avait et que tout le monde avait d'ailleurs. Et quand on a, par exemple, pour Air France, présenté notre plan de transformation fin juin 2020, on avait effectivement une vision qu'on aurait une reprise à partir de début 2021. Bon, pas à 100%, mais quand même à des niveaux significatifs. Ce n'est pas le cas. On a la chance d'avoir, alors déjà, on a mis en œuvre un certain nombre de départs volontaires, je ne vais pas tous les citer, mais on est sur notre plan de marche, et surtout, je dirais, ce creux et ce décalage de la reprise est couvert en partie par les mécanismes d'activité partielle, d'où l'importance que ces mécanismes restent à des niveaux, je dirais, de soutien de l'État qui soient significatifs, et qui nous permettent effectivement, je dirais, d'amortir en partie seulement, mais d'amortir le fait que ce redémarrage soit plus tardif. Après, je dirais qu'à ce stade, effectivement, on n'est pas dans des scénarios où l'aérien ne reviendrait jamais à des niveaux significatifs, puisque, comme Marc l'a dit, à chaque fois qu'une restriction sanitaire se lève, on voit quand même, alors plus aujourd'hui sur les vacances, c'est vrai, parce que le trafic loisir est celui qui en index a repris le plus fortement, mais on voit quand même un engouement pour le transport aérien. Et je dirais que la réouverture des États-Unis va nous permettre de voir comment se comporte finalement la clientèle affaires sur des réseaux long courriers qui sont moins impactés par les nouveaux comportements de vidéoconférence, etc. Oui, là, pour ma part, non, nous n'envisageons pas de mesures supplémentaires. En 2020, si vous voulez, côté de Corsair, on a fait des mesures quand même très dures, hein, donc il y a une forte contribution des différents personnels. Donc effectivement, on n'envisage pas de revenir sur ce point-là. Alors il y a deux éléments là par rapport à ça. Bon, il y a le fait qu'on a quand même une activité qui reprend, parce que malgré tout, quand on est sur des destinations loisirs, touristiques, comme l'île Maurice, la République dominicaine, la Réunion redémarre fort, bon voilà, on voit, il y a une appétence, hein, il y a une frustration qui a été accumulée de voyages et qui va se matérialiser. Bon, nous, on a de très bons engagements aussi sur les lignes Antilles-Province ou Réunion-Province. Bon, comme l'a dit Marc Rocher, l'inquiétude, c'est sur les Antilles, hein, compte tenu du taux de vaccination. Donc, effectivement, nous, on a un gros enjeu. Voilà, Air France, évidemment, un réseau beaucoup plus international. Donc, Air France, très bonne nouvelle, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Asie restent encore. Bon, c'est moins bonne nouvelle, effectivement. Voilà, moins bonne nouvelle. Bon, voilà, donc nous, on est très concentrés évidemment sur les départements d'outre-mer. Donc, pour nous, l'enjeu essentiel, ça va être les Antilles, hein, puisque bon, le reste redémarre de façon insatisfaisante, c'est les Antilles. Et donc voilà, est-ce qu'à partir des fêtes de fin d'année, notamment, on aura le niveau d'activité que nous espérons, parce que chacune des trois compagnies ici a prévu quand même un très gros niveau d'activité sur les Antilles. Si la situation sanitaire n'est pas rétablie ou se dégrader et qu'on avait à nouveau un stop ou un retour en arrière, là, ça pourrait être très compliqué. D'où effectivement la nécessité pour l'État, hein, j'en reviens là-dessus, hein, c'est ce que soulignait Anne, de continuer de nous accompagner, voilà, et de ne pas surcharger en quelque sorte par des taxes et des redevances cette reprise dans laquelle nous on a beaucoup contribué. Donc il faut qu'on ait encore ces dispositifs d'aide de l'État parce que nous ne sommes pas sortis de la crise. Et il faut que l'État nous accompagne justement. On a fait déjà beaucoup d'efforts en interne, chacun d'entre nous, d'ajustement, etc. Bon, il arrive un moment, si vous voulez, là aussi, on ne peut pas, de même qu'il est difficile de répercuter sur les clients sous toutes les hausses de coûts de production, parce que ce n'est pas nous, quand même, qui déterminons
le tarif. Le tarif, c'est quand même une résultante beaucoup plus complexe. Ce n'est pas nous qui allons décréter qu'on augmente les tarifs de temps. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. De même, voilà, on ne peut pas demander à un personnel en permanence que la variable d'ajustement, ce soit les efforts consentis par le personnel. Les commerciaux, ils ont déjà été très importants. Donc, l'État continue de nous accompagner. Même si un petit remords, on a effectivement, j'ai beaucoup parlé d'activité partielle, depuis juin 2020, on a cessé, je dirais, de renforcer le plan de transformation et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui au regard du retard du redémarrage. Et c'est aussi la raison pour laquelle tous les surcoûts qu'a évoqué Pascal sont effectivement difficiles à accepter puisqu'il y a déjà énormément d'efforts qui est fait en interne par rapport à juste la situation de l'activité. En ce qui concerne Air Caraïbes et French Bee, pour répondre à la question de M. Guérin, on avait en décembre 2020 établi un budget pour l'année 21 qui était encore négatif. En 2020, on a perdu à peu près 15% de notre chiffre d'affaires, des chiffres qu'on n'avait jamais connus. Et on a compris vers février-mars qu'on ne tiendrait pas cet objectif de se rapprocher, même par le bas, de l'équilibre. Mais donc, on a repris des mesures complémentaires. En 2020, en ce qui nous concerne, on avait utilisé, avec la signature, je le précise, puisque c'est nécessaire de tous nos syndicats, y compris des pilotes, des accords dits APC, accords de performance collective, ordonnance Macron de 2017, qui ont l'avantage d'être applicables immédiatement dès que vous les avez signés. Donc, on avait fait un premier tour d'APC significatif en 2020. Donc, au premier trimestre 2021, cette année, on a remis un deuxième round d'accord APC, à nouveau signé par nos personnels, donc un effort complémentaire non négligeable, puisque ça touche directement leur salaire. Deuxième type de mesure, on a restocké à partir de l'été des 330. On a 5 Airbus à 330, je les ai tous stockés, alors qu'on pensait en utiliser 3 sur 2021. On les a restockés parce qu'on voyait bien que ça ne le faisait pas, comme on dit. Bon, alors ils sont stockés, il faut compte tenu des conditions de maintenance pendant les stockages, c'est des avions qu'on peut dégager, remettre en ligne entre 48 heures et une semaine de travaux. Là, on envisage d'en réengager 2 ou 3 à Noël. On n'a pas encore pris la décision à quel moment. Et puis, troisième volet de décision, dans le cas des APC, on a pris l'accord avec nos représentants de poursuivre les investissements majeurs que nous faisons. On avait reçu un 350 au mois de mai. On devait en recevoir 2 au mois de septembre, des 1000, un pour la Caraïbe, un pour French Bee. Et on les a déplacés à décembre de cette année. On les a repoussés de 3 mois. S'il faut, je les repousserai encore. Parce que nous, on pense qu'il faut faire le maximum d'efforts pour coller à la situation. Alors, dans les deux cas, les APC sont signés jusqu'à juin 2022. Donc, ça nous laisse quand même une marge de manœuvre non négligeable. Sur les plans de flotte, comme je vous l'ai dit, on est capable de remonter en puissance en quelques jours, quelques semaines. On est optimiste, on croit à l'avenir, donc on espère qu'on reviendra là-dessus. Mais je veux être clair, sur les Antilles en particulier, on n'exclut pas une nouvelle vague sanitaire défavorable, parce que le taux de non-vaccination de la population est très préoccupant. Donc on se prépare à si ça ne vient pas, tant mieux pour tout le monde et on mettra les moyens et on les a. Si ça ne vient pas, on ne mettra pas les moyens parce que notre facteur, nous, de pilotage économique, comme je pense la plupart de mes collègues, c'est la marge covariable. Il n'est pas question de faire un vol si on ne couvre pas ses coûts variables. Donc, parce que là, c'est emmener l'entreprise dans le mur. Donc, ça, je ne le ferai pas. Oui. Monsieur ? Oui, Pierre-Julien. Est-ce que vous ne pensez pas avoir déjà reçu, peut-être déjà une réponse une fin de non-recevoir du gouvernement quand il refuse d'abaisser les charges au niveau justement du prix de l'essence, au niveau de la population, on va dire, pas au niveau évidemment, probablement des compagnies aériennes. Bon, c'est difficile de faire le parallèle, Oui. Pierre. Non, je ne crois pas. Je crois que gardez en tête que beaucoup de secteurs sont en retour à la normale, voire à une surchauffe qui génère des recettes fiscales. On a des recettes de TVA qui sont très bonnes.
France, je me souviens d'une discussion avec le ministre de l'économie qui disait que avant-dernière semaine d'août, c'était le record de recettes de TVA mesurées sur les encaissements carte bleue, enfin carte Visa. Donc non, il y a des secteurs qui remarchent à toute vitesse, les ajustements budgétaires sont pris par le gouvernement et il y a des recettes budgétaires plus élevées. Et effectivement, l'énergie a surpris un petit peu tout le monde parce qu'aujourd'hui, à 85 $ le Brent contre 40 $ au mois de février, c'est un doublement assez anormal. Donc, je crois qu'il y a moins de secteurs à aider. J'allais dire, ils sont relativement même peu nombreux maintenant. Et donc, on peut penser que des mesures ciblées peuvent se poursuivre. En tout cas, ce serait un mauvais investissement d'avoir, j'allais dire, joué la survie du transport aérien français pour l'abandonner maintenant. Ce serait idiot, enfin, ce serait maladroit et idiot peut-être aussi. Donc, je crois que non, par contre, il faut rappeler les choses très clairement. Et c'est notre rôle et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui à travers cette discussion avec vous et l'expression qu'on peut avoir en direct, même si l'écoute aujourd'hui est un peu faible. Et ça doit être une sorte de s'informer. C'est notre job de continuer. On le doit à nos entreprises, on le doit à nos salariés. C'est quand même 100 à 150 000 emplois directs. Il faut se rappeler ça. Et tout le dispositif judicieusement adopté par le gouvernement de l'activité partielle a eu pour objectif de préserver l'emploi de manière à permettre le redémarrage lorsque le redémarrage interviendra. Il est intervenu partiellement, on a eu un effet de bulle l'année dernière en juillet-août, on a eu un effet de bulle moins fort cette année pour l'été, et les compétences étaient encore là. Donc on a pu réouvrir, même si on a des inquiétudes quant à la capacité des aéroports d'absorber les pics. Il faut continuer. Voilà. C'est un effort vraisemblablement de plusieurs mois, de 2-3 semestres peut-être, en tout cas jusqu'à l'été prochain. Et c'est ça ce qu'on demande, mais c'est le bon sens qui doit l'emporter, ni plus ni moins. Monsieur, derrière, pour commencer peut-être. Jean-Michel Mazerolle, Outre-mer, la première. Plusieurs questions. La première, on voit bien que les Outre-mer, ça a été votre on va dire, sécurisation, du maintien de votre activité pendant toute cette période. Maintenant, la situation fait que vous l'avez dit les uns les autres, point d'interrogation pour cet hiver, notamment sur les Antilles. Donc, si ça ne marche pas cet hiver à cause de la crise, ça veut dire demande d'endettement encore supplémentaire. En termes d'endettement, vous allez aller jusqu'où? Parce que là, à un moment donné, une entreprise qui s'endette, comme vous l'avez expliqué, il faut bien que ça rembourse. Donc, comment vous allez procéder? Deuxièmement, ça fait du bien de vous voir tous ensemble parce qu'on vous a quand même beaucoup entendu les uns les autres vous exprimer ces derniers mois les uns même contre les autres. Est-ce que c'est cette nouvelle politique de la FNAM de rassembler et de dire, tiens, c'est en étant unis qu'on arrivera à obtenir ce dont on a besoin vis-à-vis du gouvernement? Ouais, je veux bien dire un mot parce que nous avons entendu les uns contre les autres, en tout cas là pour moi parlant, et je ne pense pas qu'autour de la table ça soit ça, et nous on joue l'approche collégiale. Vous voyez bien que c'est le principe d'une fédération professionnelle que de réunir des entreprises qui sont concurrentes, évidemment, dans la vie professionnelle, mais qui se rejoignent parce qu'elles ont des intérêts communs. Et pour ça, je veux dire, il n'y a aucune divergence de vue entre nous. Voilà, donc il ne faut pas confondre n'importe quelle fédération professionnelle, celle de l'automobile. Vous avez des gens qui, effectivement, se font une concurrence acharnée aussi, mais qui trouvent suffisamment de sujets d'intérêt communs. Et je crois, dans le période de crise que nous avons traversée et que nous continuons de traverser, il y a suffisamment de sujets d'intérêt communs, sans parler des problématiques de développement durable, etc., pour qu'il n'y ait aucune fracture entre nous et une unité complète. Alors, le sujet de l'endettement, je veux dire, on peut répondre de façon générale, ça, c'est spécifique à chaque compagnie en fonction du niveau d'endettement qu'elle avait, de ses résultats, de sa situation de trésorerie. Simplement, ce sur quoi nous attirons l'attention du gouvernement, c'est qu'effectivement, il faut que les échéanciers de remboursement des prêts, des facilités que nous avons eues, soient proportionnés à notre capacité de remboursement, tout simplement. Et que comme on voit bien que la reprise, elle ne se fait pas de façon radicalement forte, extrêmement rapide, tout ça va être étalé, avec peut-être effectivement des retours en arrière, il faut simplement que les échéanciers de remboursement soient proportionnés
au rythme et à l'intensité de la reprise. Hein. Voilà, c'est tout ce que nous disons. Maintenant, effectivement, s'il peut y avoir des subventions, et pas seulement des prêts, des subventions, voilà, par exemple, le dispositif fermeture, qui est en cours d'élaboration, de discussion entre l'État français et Bruxelles, le dispositif coût fixe, ça c'était une subvention, ça n'était pas un prêt. Si on plaide pour l'exonération de taxes, quand je vous parlais pour l'hiver 21-22, la taxe d'aviation civile, la taxe de solidarité, ça effectivement, ça serait directement dans le PNL et ça ne serait pas que du remboursement ou de la dette supplémentaire. Voilà. Quand on plaide, si vous voulez, pour ne pas subir des augmentations inconsidérées en termes de taxes et de redevances, permettez-moi de vous dire, ce n'est pas de l'endettement, c'est simplement du simple bon sens de dire, hein, voilà, ne surchargez pas la barque qui est déjà très très pleine, donnez-nous le temps de recouvrer une situation normale, de dégager des cash flows positifs, et puis à ce moment, voilà, on pourra envisager effectivement des choses un peu plus cohérentes. Voilà. Je veux bien compléter ce que vient de dire mon ami Pascal. Sur l'endettement, effectivement, je crois que d'abord, il n'y a pas deux cas comparables. Chaque compagnie a sa propre structure de bilan, a des actionnaires qui sont différents, a des situations d'entrée et de traversée de la crise qui ne sont pas les mêmes. Mais je crois qu'il y a une volonté commune, comme tout entrepreneur, de sortir de la crise, rester vivant et de reprendre un jour le chemin de la croissance, si possible, le plus rapidement possible. Effectivement, les mesures dont Pascal vient de rappeler, quelles sont nos demandes concernant ce que l'État veut nous mettre sur le dos, on n'en demande pas l'effacement complet, on demande simplement un étalement dans un temps raisonnable pour ne pas creuser notre trésorerie encore plus. Quand l'État dit j'augmente les redevances ou certains droits de trafic en route de 30 ou 40%, c'est qu'il veut boucher ce que lui a coûté, comme à toute entreprise ou à toute organisation, la crise qui a été très violente. Nous, on dit on ne peut pas rembourser ça d'un seul coup de trait magique, hein, vous mettez 40%, on n'en parle plus, et on va rembourser les choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la concurrence. Moi, je pense que, bon, on est tous concurrents autour de la table, hein, soyons clairs. Et on a exprimé, j'ai exprimé des points de vue que je maintiens. Est-ce que le traitement de la crise par l'État français a été équitable? La réponse est non, en matière de transport aérien. Est-ce qu'il y a eu des règles claires et transparentes disant c'est tant aux passagers, tant à l'avion, tant à l'emploi et tout? La réponse est non. Mais ça ne nous empêche pas aujourd'hui autour de cette table, on est là au sein de la FNAM, de défendre des intérêts communs pour l'avenir. Bon, et on regarde devant nous. Donc, toutes les mesures qui ont été évoquées aujourd'hui, les propos qui ont été tenus par Pascal ou par Anne, je les soutiens à 100%. Et on restera concurrent. Et d'ailleurs, c'est sans doute sain et bon pour nos clients. Mais ça ne nous empêche pas, tout en étant concurrents, et je dirais que nos clients savent bien que cette concurrence, elle est âpre et redoutable, de voir ensemble des points qui sont rationnels. Pascal a utilisé le mot rationnel, j'y souscris totalement. Peut-être en complément, même si je crois qu'il a tout dit. On est des vrais concurrents, pour autant, je pense qu'on se parle bien, on se respecte. On se connaît, on n'hésite pas à échanger avec Alain et entre nous tous. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de combats à mener ensemble et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Concernant l'endettement, bon, côté Air France, on a une trésorerie qui nous permet à ce stade, effectivement, de ne pas être pris à la gorge. On a un réseau, alors tout n'est pas sur le COI, mais comme je disais par rapport à la remarque de Pascal, quand sur l'Asie, vous voyez qu'on est seulement à 25%, on voit bien la difficulté aussi, même si le réseau est équilibré. On a beaucoup d'ajustements, hein, je crois qu'on a tous été au maximum de l'agilité et on ouvre en ce moment pas mal de destinations loisirs en Afrique, en Asie, du Colombo, du Mascate, du Zanzibar, des trucs qu'on n'aurait pas imaginé forcément ouvrir en période normale. Mais effectivement, le message aujourd'hui, c'est qu'on se bat tous comme des lions ou des lionnes, mais qu'il faut que le combat reste juste et qu'on ne nous alourdisse pas la barque, et en particulier sur 2022, qu'on soit en capacité de profiter du redémarrage sans être tête sous l'eau. Dans la situation de fragilité du transport, l'aviation pilote. Ensuite, Jean-Baptiste. Je fais court, comme Michael a été. On a entendu Airlines for Europe il y a 2 semaines plaider pour une fois de plus le ciel unique européen qui serait un réservoir
facile pour récupérer des grammes de CO2 et peut-être aussi de la marge pour vous. J'imagine que la FEM soutient l'Union européenne. Qu'est-ce qui peut bloquer encore? Je crois qu'on le réclame tous à corps et à cri depuis des années et des années. Quand on voit que nos pilotes vont effectivement chercher de l'intelligence artificielle pour économiser chaque kilo et qu'on a, alors combien ça peut économiser? On dit toujours entre 5 et 10%. Vous imaginez ce que ça représente, entre 5 et 10%. Je crois qu'effectivement, c'est une mesure qui est activable aujourd'hui. Les leviers qui sont activables, il faut les activer à fond. C'est ce qu'on fait avec nos flottes. On a vraiment besoin d'un engagement et d'une implémentation très forte et très rapide du ciel européen et de tout ce qui est à disposition sur le contrôle aérien, les descentes continues, les trajectoires directes, etc. Donc peut-être pour le dire très clairement, on regrette quand même que dans les efforts de décarbonation, où véritablement on attend des efforts de tous, ceux des États sur la question du ciel unique, clairement, ne soient pas à la hauteur aujourd'hui. Et le fait que les discussions aujourd'hui au niveau européen sur ce sujet-là n'avancent pas, sont quand même un sujet de frustration très clair pour la FEM. Alors même que l'équipement des avions aujourd'hui est parfaitement en phase avec l'ambition, puisque aujourd'hui les avions sont tous équipés, sont modernes pour la plupart, ou ont été modernisés, donc sont compatibles avec ce qui est possible de faire. Or, on ne le fait toujours pas. C'est du gaspillage. Jean-Baptiste Guy et Cosmos. J'avais deux questions concernant l'environnement. Alors, je sais que Anne a rappelé les tests qui ont été faits sur l'emport de carburant durable. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites par Chalère, Corsair et Air Caraïbes et Frenchville sur cet ordre-là? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui vont être mises en place par les compagnies, enfin testées en tout cas, ou est-ce que pour l'instant il y a la crise à gérer et c'est un peu compliqué? Alors, deuxième petite question, une question plus globale. Est-ce que vous avez des indications sur enfin, il avait été dit à un moment que les EUTS seraient fusionnés avec le système Fortia. Est-ce que vous avez des indications de ce côté-là? Est-ce qu'on avance sur ce point? Alors, juste sur les efforts internes que font les compagnies, je crois que chacune a annoncé des choses. Ça va des gobelets plastiques aux gobelets recyclables à 100%. Enfin, c'est peut-être des détails, mais c'est une importance réelle, parce que ça, c'est efficace, c'est pas de la théorie. Ça se transforme effectivement un bilan. Moi, je crois surtout c'est le renouvellement des flottes qui a été maintenu pendant la crise. Enfin, les 747, bel avion que nous aimons historiquement, mais ont disparu du ciel, enfin en tout cas opérés par des compagnies françaises, ont disparu. Les 340 sont tous sortis, les vieux 330 sont tous sortis. Et aujourd'hui, on a pu maintenir globalement sur l'ensemble du pavillon français cette modernisation, cette efficience qui est claire en matière de consommation et d'émissions de CO2, mais aussi en matière de bruit. Parce que le bruit, on en parle peu, alors que c'est quand même la nuisance principale que subissent les riverains et les gens qui habitent autour des aéroports, enfin, un peu plus en périphérie que les riverains immédiats. Donc les efforts sont faits. Dans le cas de la compagnie Chalère, nous on a des avions turbopropres. Le bilan il est déjà établi, hein, c'est 40% de moins sur un trajet, enfin sur les 300 ou 400 nautiques, avec 5 à 6 minutes de pénalisation en tout et pour tout. Donc effectivement, on peut imaginer que des avions turbopropres puissent reprendre des lignes là où il y a des avions de 80 ou 100 sièges à réaction. Maintenant, les OSP, par exemple, ne sanctionnent pas l'utilisation de réacteurs versus les turbopropres. Je parle des OSP métropolitaines. Bon, poser encore la question pourquoi. Bon. Après, la crise à gérer, oui, bien évidemment, c'est quand même notre préoccupation principale. Hein. J'ai encore en tête la réflexion du président de la compagnie qui en était à son 14e business plan depuis le début de l'année, hein, c'est-à-dire que l'ajustement il est permanent et il va se poursuivre de toute manière, c'est notre job. Hein, donc là. Ce qui nous étonne un peu, et pardonnez-moi de digression, mais c'est qu'au niveau en particulier du coût des redevances de route, des redevances d'approche pour l'année prochaine, on nous dit, bah, écoutez, 70% du trafic, voilà notre prévision globale, donc vous paierez tant. Ça, c'est pas possible. Nous, on continue des efforts d'amélioration dans nos entreprises, que
ce soit des aberrations économiques, bilan environnemental, etc. Le maintien des salariés en nombre, c'est quand même l'objectif principal des compagnies, c'est ce qu'elles ont quand même réalisé, et on voudrait que l'État fasse sa part d'effort pour 2022, très clairement. C'est cet équilibre qu'on voudrait retrouver. Parce qu'effectivement, on pense que la tout correspond à un vrai besoin et qu'on a un vrai avenir. Parce que l'appétit des gens pour voyager, il existe réellement. Oui, juste un petit complément. Hein. Effectivement, le principal levier pour nous, et je pense que les compagnies qui sont là à la table sont relativement exemplaires en la matière, c'est quand même la modernisation de la flotte. Et avoir réussi à maintenir le cap en matière du programme de renouvellement de modernisation de la flotte dans la période actuelle, bon, je ne m'exprime pas pour les deux camarades, mais c'est exactement la même chose. Nous, Corsair, on a pris livraison de 3 Néo en mars-avril, en avril-mai-juin, excusez-moi, 21. Le 4e, nous allons le recevoir le 16 novembre cette année. Le 5e en avril 22. On travaille déjà sur la 2e phase de renouvellement de la flotte pour 2024. Bon, je trouve que c'est un effort déjà considérable. Bien sûr, on a toutes les évolutions de réglementation de la consommation de biocarburants dont Anne vous a dit qu'il est 4 à 8 fois supérieur. Où est-ce qu'il y a le mécanisme d'incitation fiscale pour renouveler la flotte? Où est-ce qu'il y a le mécanisme d'incitation fiscale pour utiliser le biocarburant? Il n'y en a pas. Il y a quand même de gros efforts. On a fait des gros efforts d'ajustement en interne avec nos personnels, l'organisation, la productivité. Bon, maintenant, on aimerait que la charge, en quelque sorte, soit partagée et équitablement répartie. Et à un moment, il faut que l'État, effectivement, assume et aille jusqu'au bout de cette politique. Sur les ETS, alors, de mémoire, dans la proposition Fit for 55, les quotas gratuits qui devraient être à l'horizon 2027. D'où la question d'un mécanisme d'ajustement aux frontières dont je parlais tout à l'heure. Et oui, on plaide pour que finalement, Corsia a été un engagement fort du secteur au niveau mondial. On plaide pour que l'OACI finalement rehausse, comme l'État vient de le faire en termes d'ambition à 2050, travaille sur un mécanisme, je dirais, qui soit adapté au contexte actuel. Oui, qu'il n'y ait pas deux systèmes qui soient un peu concurrents. L'objectif, effectivement, c'est d'éviter d'avoir une superposition des couches qui, à chaque fois, pénalise les compagnies européennes. Parfois, on a 3 couches, français, européens et mondiales. Je voudrais rajouter quelque chose un peu comme Paul a gratté dans tout ça. Bon, je souscris bien sûr à tous les propos de mes collègues, mais je voudrais dire 2 choses. On a tous modernisé nos flottes et on essaie tous de retirer ou de limiter les avions les plus anciens. Bon, moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de regarder si on ne va pas emmener à la casse un vieux 330, effectivement. Il n'y a aucune information, retour, message de la part des pouvoirs publics. On a acheté des avions plus modernes, Air France, Corsair, nous-mêmes, aucun merci, aucun signe indicateur. Dans l'automobile, vous envoyez une voiture à la casse, il y a eu une prime à la casse, il y en a encore une d'ailleurs. Quand vous achetez une voiture électrique, il y a une prime non négligeable, parce qu'il faut multiplier ça par la population. Non, 0. 0, 0. Deuxième exemple. Sur Orly, parce qu'on a monté une Green Team pour essayer de se concentrer sur les problèmes opérationnels, Dohan a dit qu'elle pouvait quand même faire 6 à 10%. Moi, je suis plutôt, dans mon esprit, sur les 10%. On a décidé de passer à des groupes électriques pendant que les avions sont au parking, avec un intérêt majeur, c'est de couper les APU. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, ça évite de faire tourner, vous savez, vous avez tous connu ça, ces gros trucs diesel sur 4 roues, là, sur 4 pattes, qui tournent pendant des heures, qui font du bruit, qui dégagent pas mal de CO2 et tout. Et donc, avec des sociétés françaises, comme il n'y a rien de secret là-dedans, c'est available in the market, hein, de monter des groupes statiques pour alimenter nos avions pendant qu'ils sont au parking. On a parlé à l'aéroport de Paris qui nous a dit, alors là, ils ont été sympas, ils nous ont dit c'est une bonne idée quand même, mais ils n'ont rien fait de plus. Là, on en arrive au point concret où les groupes arrivent, et donc il faut les installer. La dernière proposition de l'aéroport de Paris, et j'assume mes propos publiquement, c'est de mettre les groupes statiques à 45 mètres de l'avion. Je ne sais pas si vous avez l'expérience de ce que c'est de tourner autour d'un gros porteur. Vous imaginez un câble qui fait un câble qui est gros comme ça, qui fait 45 mètres de long. Ça bouffe tout ce qu'on a fait.
Alors on leur dit non, c'est pas raisonnable, déplacez-le. Et on nous explique que c'est pas possible. Donc moi, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, il y a aussi un problème fondamental de cohérence. Hein. Je veux bien qu'on parle de l'avion hydrogène. Bon, ça fait rigoler beaucoup de techniciens. Hein. Pour transporter un avion hydrogène, il faut des réservoirs 4 fois plus grands que des réservoirs de carburant et il faut qu'ils soient à moins 173 degrés. Je veux bien qu'on y travaille. Après tout, bon, je suis déjà trop vieux, tant mieux pour mes enfants ou les petits-enfants. Mais avant, les mesures dont on vient de parler, elles sont d'application simple, efficace et immédiatement. Alain Battisti a dit que tous les avions sont équipés. J'étais il y a 10 jours aux Antilles sur un de nos avions, un 350. Bon, il y avait que nous, compte tenu des horaires. Il y avait d'autres avions, mais ils étaient derrière nous, très loin et tout ça. C'était bon, il se trouvait que ce jour-là, aux horaires, c'était l'avion de plus tôt. On est arrivé à Pointe-à-Pitre, tout seul. On était au niveau 400. Le contrôle, il nous a imposé une descente pendant 5 minutes 50 aérofrein sorti. Vous imaginez le gaspillage que ça représente. Il n'y avait personne dans l'espace. Alors, il y avait un truc d'intérieur qui arrivait quelque part et tout. Bon, moi, je crois qu'il faut aussi sortir du blabla et dire si l'État veut être responsable, il doit, comme nous, faire des efforts et des efforts cohérents. Voilà. Monsieur Aviation Pilote, je voulais vous poser la question là, dans la situation de fragilité du transport aérien. Qu'est-ce que vous pensez de l'accord de ciel ouvert avec Qatar Airways? Bon, écoutez, j'ai eu l'exemple magnifique de cohérence. Oui, voilà. Ah non, d'accord. J'ai eu l'occasion de m'en exprimer très directement vendredi et l'AFP a eu la gentillesse de reprendre l'expression assez directe. Oui, c'est incohérent par rapport à la situation, c'est tout. Alors, ça a été discuté il y a plusieurs années, évidemment. On a lancé le mammouth continue d'avancer tranquillement, il a encore de la laine, et puis, mais ça n'a pas de sens. Et moi, j'aimerais qu'on m'explique quelles sont les garanties de réciprocité, de transparence, etc. quoi. On a une nation-État qui a une compagnie d'État et qui a 2,5 millions de ressortissants versus 250 ou 300 millions d'habitants. Où est l'équilibre? Quels sont les droits des travailleurs et des salariés au Qatar? J'aimerais qu'on m'explique. Pendant la crise, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont été traités, les salariés? Comment ils ont été traités en France? Voilà, la réponse, elle est là, vous l'avez, la réponse. Il faut arrêter d'être naïf, il faut arrêter d'être candide. Et je sais pas, on préfère d'avoir une approche consumériste avec des chômeurs plutôt qu'à d'avoir une approche consumériste en gardant l'emploi en Europe. La réponse, elle est très simple. Le danger, excusez-moi, les conséquences pratiques, c'est qu'ils fassent venir des gens sur leur hub. C'est une augmentation des fréquences et des départs de Qatar depuis l'Europe et la France en particulier. Il y aura même la 5e liberté, ils pourront faire des Paris-Chicago, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je ne perçois pas bien. C'est plus d'avions au départ de la France que les créneaux qui sont aujourd'hui accordés. Donc clairement, on regrette la signature de cet accord qui arrive de manière un peu orthogonale à la situation. Après, cet accord, il prévoit le respect de règles de transparence et de concurrence, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transparence ni sociale ni économique de la part des compagnies du Golfe. La Commission est censée mettre en place un comité qui vérifie ces règles. On sera extrêmement attentif à ce que ce soit réellement fait. Mais l'enjeu, c'est le point à point ou l'enjeu, c'est qu'ils ramènent des gens sur leur hub? Non, c'est le hub. Il n'y a pas de point à point. Et qui viennent prendre chez nous. L'enjeu, c'est de prendre un Paris, alors pas les Antilles, puisque ce n'est pas dans le bon sens, mais un Paris-Singapour et de le faire transiter via Doha, comme c'est le cas avec effectivement les créneaux existants des compagnies du Golfe. Et ce qui est choquant, c'est le déséquilibre des marchés. Entre un marché européen et le marché qatari, on n'a absolument pas les mêmes marchés et donc forcément, cet accord est totalement déséquilibré à notre sens. Moi, je vais vous donner un exemple concret pour bien mesurer ce que ça veut dire. Cet hiver, il y a eu un appel d'offres d'un très grand couturier italien pour alimenter, parce que le marché américain, vous savez, intérieur reprend très fortement, la consommation et tout, pour alimenter avec ses produits les États-Unis. Ils ont demandé, au départ de Milan, un Milan-New York, un avion passager en utilisant uniquement les soutes, parce que ce qu'ils transportent, c'est très cher et c'est pas très lourd. Donc, un avion passager classique, 777, 330, 350, vous pouvez faire le job. Milan-Paris, 4 fois par semaine. Nous, on s'est intéressé à ça parce qu'on avait des avions inutilisés. Je ne dis pas qu'on était les meilleurs placés, hein, pas du tout. Bon, à la fin, c'est un vol Qatar qui faisait Milan-New York. Bon, mais ça s'appelle piller le marché européen, point.
se retrouve avec le cargo, où ils ont une flotte cargo qui est, monumentale. Non, mais là, c'est n'avions pas vu la densité. D'accord, des batteries, Et les sacs à main, Anne connaît sur le peu. Dans l'exemple que vous prenez, pourquoi ils pouvaient déjà le faire alors que l'accord nous fait? Parce qu'ils ont eu une exemption du gouvernement italien. Depuis quelques années. Dernier. Je reviens. On voudrait prendre Ouais. quelques questions Ah, bah, vas-y. de nos amis en visio aussi. Tu permets d'y aller ou tu. Vas-y, go. Allez. La prochaine, on l'a fait avec la visio. Parce que... Bon, vous avez quand même parlé beaucoup des Outre-mer. On va parler des sargasses. Production. Justement, au dernier salon du Bourget avait été évoqué la possibilité de transformer ces sargasses en biocarburant. Est-ce que vous y croyez et surtout, est-ce que vous allez être moteur de ça pour à la fois, justement, avoir un retour sur tout l'investissement que vous avez fait sur les Outre-mer, d'arriver à soutenir cette filière et de transformer ce qui est une pollution en un produit qui soit viable pour vous au niveau aérien. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est que sur les taxes, est-ce que vous demandez finalement que ces taxes soient payées une fois le trafic effectué, ce qui correspondrait à un trafic réalisé, plutôt que de les payer en amont en disant que quand vous taxe en amont, on vous dit c'est tant, on estime que ce sera tant pour l'année prochaine et vous payerez tant. Est-ce que votre demande, c'est pas plutôt de dire on payera des taxes en fonction du réalisé de l'année précédente? Alors, sur les sargasses, nous, on essaie de faire voler des avions. Le carburant, on l'achète et on ne le produit pas. Donc, oui, si on a des filières innovantes, il y a des exemples en Espagne de transformation d'algues pour faire du biocarburant, évidemment qu'on adhère. Et en plus, si c'est localisé aux Antilles ou dans des territoires ultramarins, évidemment qu'il y aura un impact économique, d'emploi, etc., très positif. On peut transporter du Kérosène qui est raffiné sud aux États-Unis. Bon. Attends, Alain, juste une chose. Bon, moi, je ne suis pas compétent scientifiquement pour répondre à la question. Deuxièmement, s'il y a des mesures, je pense qu'on les soutiendra tous. Hein, c'est notre intérêt collectif. Bon, ce que j'ai compris, c'est que dans les sargasses, il y a beaucoup de soufre. Pour ne pas dire qu'il n'y a presque que du soufre, d'où l'odeur d'acide sulfurique et tout, que vous connaissez tous. Donc, tout ce que nous, on a comme retour politique, c'est assez négatif. Mais tant mieux s'il y a des scientifiques qui trouvent une solution miracle. Après, sur les ruptures technologiques, je pense qu'on ne sait absolument pas ce qui marchera à l'horizon 10, 20, 30 ans. Exactement. Donc, il faut mettre des fonds, investir. C'est pour ça qu'on parle de recherche et développement de manière large, que ce soit sur les nouveaux moteurs, nouveaux avions ou sur les carburants durables. Oui, non, je crois que c'est depuis 110 ans qu'on fait voler des avions. On est quand même l'exemple même de l'industrie qui évolue notamment lorsque les technologiques peuvent être mises ensemble et créer des ruptures. Et observer quand même notre consommation de carburant et nos émissions de CO2 aux passagers, elles n'ont jamais cessé de se réduire. C'est quand même la loi de notre industrie, c'est de réduire notre impact au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas le cas de cette industrie-là. Hein. Donc, gardons en tête que nous sommes des gens par nature vertueux et gardez en tête que post-consommation et donc émission de CO2, c'est quand même notre préoccupation première aujourd'hui, en termes économiques. On a l'œil sur le coût du carburant et sur son niveau de consommation. Alors après, sur les taxes, sur ce qui est des redevances, on peut revenir à un système normal à partir du moment où on sera dans une situation de normalité. Aujourd'hui, on sait déjà que le début de l'année 22 ne sera pas une période de normalité. Donc, il faut garder un régime d'exception pour 2022. Voilà, c'est très simple. Et on ne peut pas remettre des mécanismes comme si rien ne s'était passé et c'est happy ends, tout fonctionne bien. C'est pas ça aussi. Donc, ce qu'on demande, c'est clairement d'être pragmatique. 23-24, pourquoi pas revenir à la normalité des systèmes de péréquation pour ce qui est du coup des routes, des approches, et ainsi de suite, mais pas en 2022. Nous ne sommes pas sortis de la crise. Alors, c'est assez simple. Oui, alors, de la salle oui, il y avait une dernière question en ligne et elle était pour Anne, de Jérôme Bonnard. Hein. La 380 n'a visiblement pas dit son dernier mot et reprend la route du ciel pour bon nombre de compagnies. Pas de regret du côté d'Air France. Alors, d'autant moins de regrets que la décision de sortir le 380 a été prise avant le Covid. Clairement, cet avion correspondait plus aux normes à la fois environnementales, économiques en matière de consommation de carburant.
C'est pour le réseau d'Air France un avion qui est compliqué à remplir, hein, vu sa capacité. Donc non, aucun regret. Et le Covid n'a fait qu'accélérer cette décision, qui ensuite a été suivie, probablement avec les mêmes logiques, par un certain nombre de compagnies. Après, quand on voit le nombre de 380 qu'a une compagnie comme Emirates, il est difficile de faire la transition vers une autre flotte, je dirais, dans les mêmes timings. Merci. Bon, ouais, il n'y avait pas d'autres questions en ligne. Donc, Bien, merci. Écoutez, merci de votre attention. Et puis, on est bien sûr à votre disposition si vous souhaitez des discussions, des interviews, en aparté. On a quelques minutes pour faire le temps nécessaire avec vous. Information, la conférence a été enregistrée, donc on va vous l'envoyer par un lien. Donc si vous avez quelques détails à retrouver, c'est pour la. Est-ce qu'on peut faire une photo de